sommet de cette sous-région organisée par le président de la République. On a connu la présence du président angolais, président rwandais et président ougandais. Vient un autre sommet de 10 chefs d'État pour l'accord, et revoir encore l'accord d'Addis Abeba. Il faut avouer que les félicitations fusent de partout. Ça, c'est en faveur du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et surtout avoir organisé cette mini-conférence que nous avons trouvé tous intéressant. Affaire Minembwe. Pourquoi Robert n'est pas suspendu ou il nie l'acte? Ça sera la question dans cette émission. Prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle, ça défraye la chronique. Les déplacements, sinon le dernier déplacement de la distinguée première dame, Madame Denise, nous allons en parler lorsqu'elle a visité Mausolée. L'inspection générale des finances, cette structure de contrôle, d'audit et de contrôle supérieur de l'État, dirigée de même maître par l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguete, qui est un fils maison, a eu à livrer, dispenser une leçon magistrale hier au Palais du Peuple lorsqu'il était invité à cette structure de réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption. Il les a démontré les techniques appliquées par l'IGF, mais également, vous allez suivre dans cette émission comment ça a été intéressant. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est que de l'essentiel de cette émission que vous aimez tant. Nous avons raté le rendez-vous d'hier samedi et nous voici aujourd'hui avec mon co-animateur. Moi je l'appelle plus invité parce que c'est un co-animateur. Lui c'est Feli Kabala, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur Apoipan, et nous saluons tout le monde et merci de votre invitation de plus à cette émission et nous sommes là à votre disposition. Il faut avouer que ce plaisir est plus des téléspectateurs que de nous-mêmes qui travaillons sur ces plateaux. J'étais à Maluku, il y a des gens qui vous ont salué, n'est-ce pas, vous dites, vous êtes intéressant, et que le président vous protège aussi. Ça, c'est intéressant. Alors, l'antenne est entre les mains de ce jeune homme intelligent, lui c'est Ramadan Pouki, qui assure parce que Luiso Molongo est empêché. La première dame a visité le mausolée, il a fait des tours au Bas-Congo. Nous allons voir sur en image ce qui a été cette tournée, et puis on va faire un petit commentaire et avancer dans cette émission. On y va. Au mausolée du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, à Tchéla dans le Congo central, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a été accueillie par Carole Kiatazabu Kasavubu, petite fille et représentante de la famille, aux côtés du gouverneur de province et de toute la notabilité du lieu. Un événement qui a pris date avec l'histoire, car dit-on, c'est une grande première ici. Se retrouver comme ça à Singini aujourd'hui, à Lukamba Bemba, et honorer le premier président de la République démocratique du Congo, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on voit la première dame, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, qui arrive ici, nous surprend par sa visite avec une grande... je ne sais même pas comment parler parce que c'est l'émotion qui envahit mon cœur et je ne peux que lui dire merci, surtout sur le haut patronage du président Félix Tshisekedi qui a permis que cela puisse être réalisé. Nous ne bénissons que Dieu pour cela. Et nous savions vraiment profondément que mon illustre grand-père est en train de reposer maintenant en paix. Présidente de l'organisation politique du Kasavubiste et alliée au PK, Carole Kiatazabu Kasavubu s'était rendue la veille de cette grande visite de l'actuelle première dame Denise Nyakeru Tshisekedi au mausolée de celle qui était première dame du temps du président Kasavubu Joseph. Hortense Ngoma Masunda Kasavubu gît ici, au village Nsioni, quartier Mbatapepe, à 50 km de Nsingini, où repose pour l'éternité Joseph Kasavubu. Il faut toujours honorer les gens qui ont travaillé, les gens qui ont marqué de leurs empreintes indélébiles l'histoire du Congo, comme dit Apocalypse, notre ami que je salue. Fred, son nom. Merci à toi Fred. Un petit commentaire par rapport
à cette visite au mausolée du premier président de la République, Joseph Kasavubu? D'abord, il faut commencer par rappeler que lors de son discours à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait réhabilité la mémoire et l'honneur de cette illustre personne qui est le tout premier président de la République, Joseph Kasavubu, et qui l'a élevé au rang d'héros national parce qu'il avait même signalé que l'histoire parlait de tant d'autres acteurs et avait longtemps obscurci et oublié ces grands hommes qui fait partie des pères de l'indépendance. Tout à fait. Qui, selon lui, trouvait que c'était une injustice, qui tenait à tout prix à réparer cette injustice, chose faite. Mais comme vous comprenez que le président de la République est un être humain et qu'il ne peut pas être à la fois au même moment à plusieurs endroits, le président de la République a été valablement représenté par la très distinguée première dame, qui est la tendre épouse du chef de l'État, que je salue en passant parce que, par son passage au Congo central, en allant au mausolée de cette illustre personnalité de la République démocratique du Congo, le tout premier président de la République, cela démontre que le président de la République, lorsqu'il promet, il prononce quelque chose, il travaille côte à côte par rapport à sa parole et suit sa parole de près pour qu'elle puisse se réaliser. Donc le Congo central aujourd'hui doit comprendre que l'histoire de l'homme par qui la République a commencé et que le Congolais a eu son tout premier président de la République, aujourd'hui, cet homme ne peut plus être obscurci, son image ne peut plus être oubliée, ou son nom, sa parole, ou ce qu'il a réalisé, parce que aujourd'hui, avec la présence de la première dame au Congo central, qui pour nous, nous a beaucoup satisfait, et surtout que la première dame commence et réellement présente un atout pour nous, pour les échéances qui auront lieu en 2023, parce qu'on a remarqué le succès et la popularité de la très distinguée première dame au Congo central. Donc je sais que vous pourrez peut-être me reprocher pourquoi parler du 2023. Vous savez que ce n'est pas moi qui ai commencé à parler de 2023. Ils ont commencé à parler de 2023. Commenter sur les voyages de la distinguée première dame. Je commente toujours sur les... Ça fait partie de commentaires sur ce voyage. Okay. Parce qu'on ne peut seulement pas parler de ce qu'il a posé comme acte. On doit aussi parler de l'engouement qui a été autour d'elle. Il faut quand même reconnaître le mérite d'une personne lorsque elle est allée poser des actes louables pour la République, mais aussi reconnaître qu'elle a quelque chose pour laquelle nous disons ce sont des réserves de voix pour nous grâce à son dynamisme et son charisme de première dame. Ok, on prend le deuxième élément de la distinguée première dame, tel que nous proposons en illustration encore du fois Ramadan Poki. La vue, un sens, c'est pas le moindre pour l'être humain. Perdre la vue, c'est perdre une partie de soi. Et pourtant, plusieurs personnes sont bien obligées de vivre sans une meilleure vision à cause de certaines maladies. En République démocratique du Congo, ils sont de milliers à survivre sans voir leur environnement. Mais certains d'entre eux auront dès ce jour la chance de recouvrir la vue grâce à la vision de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, vision traduite en actes par la fondation qui porte son nom. Grâce à une collaboration entre la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et HG Hospital, 100 personnes à faible revenu souffrant de la cataracte et du glaucome vont subir des interventions chirurgicales. Des patients bien identifiés lors d'une campagne de dépistage. On a 60 ou 70 personnes qui arrivent ici, on a fait le dépistage, ils mangent ici, ils restent ici pour quelques temps, on fait tout pour lui et après on peut donner le schedule pour la chirurgie. Aujourd'hui, on a appelé Madame Denise parce que sa fondation Denise Nyakeru Tshisekedi aussi, c'est la première fondation qui a donné les idées. Et appelez-nous pour associer avec pour cette chose. Des interventions effectuées au laser par des spécialistes. Au regard de l'expertise de nos ophtalmologues et surtout de la technologie que nous utilisons, c'est une technologie de pointe, c'est-à-dire avec la qu'on appelle phacoémulsion, bien je peux simplement dire au laser. Donc c'est une intervention qui est non invasive, c'est-à-dire il n'y aura pas de saignement. Donc ce qui fait que dès qu'on fait la réparation, la personne peut rester plus ou moins 24 heures en observation et puis rentrer chez lui. Ces interventions gratuites commencent le 15 octobre jusqu'au 15 novembre 2020.
Les villes de Goma, Mbujima et Lubumbashi sont aussi concernées par cette première expérience. Merci au docteur Emile Okulutu, une expertise nationale. Voilà qu'on a des docteurs dignes. Merci également à la distinguée Première Dame d'avoir choisi cet homme qui a fait cette opération. La vue, c'est la vie. Effectivement, vous savez, lorsqu'il faut comprendre que la vue, c'est la vie, je ne peux que féliciter la très distinguée Première Dame parce que on l'a découverte dans plusieurs actes sociaux et aujourd'hui, nous la découvrons en tant que la Première Dame philanthrope. Donc, elle est en train de poser des actes de philanthropie pendant qu'elle est encore au début de l'exercice du mandat de sa chère époux. Et en plus de cela, vous remarquerez que ce sont des actes que des actes posés par des personnes qui ont énormément d'argent, des millionnaires qui le font dans d'autres coins également de ce monde, de cette planète, mais elle a choisi, avec le peu qu'elle a, de pouvoir être la philanthrope congolaise. Donc, pour moi, je pense que la baptiser en tant qu'une philanthrope, elle le mérite parce qu'elle a œuvré également dans le monde de la santé pendant plusieurs années. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné de la voir participer à une activité pareille parce que c'est tout à fait une nature pour elle. Voilà. C'est ce que vous observez là. Ce sont des actes de la distinguée Première Dame qu'elle est en train de poser. Nous la félicitons. Il faut avouer que le journal de l'éducation, géniteur de votre serviteur, met beaucoup d'éléments de la Première Dame. Hélas, le service de communication de la Première Dame ne fait pas attention, ne sait pas quel choix, quels sont les critères. Et voilà, même dans ce dont on parle, nous parlons de la Première Dame. Je pense que c'est le service de communication de cette Première Dame. Cette Première Dame pose des actes qui intéressent toute la nation et les journaux de l'éducation passent dans des chaînes internationales et passent sur Molière qui couvre toute l'étendue de la République et suivi à l'extérieur du pays. C'est une façon de ce journal de permettre qu'on voie comment et combien la Première Dame contribue et comment elle assiste son mari. Pensez à ces journaux de l'éducation, sinon nous allons revenir de temps en temps. On continue, l'affaire Minembwe bat toujours défrayer la chronique. Minembwe qui est devenu d'une manière cavalière, commune, ça a dérangé même toute la communauté nationale. Ici, nous posons la question, est-ce que le ministre Taroubera sera-t-il suspendu? Et d'autant plus qu'il est en train de dire tout ça, il ne reconnaît pas ça. Je venais de le suivre sur Top Congo. Et il a avancé des arguments qui sont aussi convaincants. Je ne sais pas qu'est-ce que le communicateur du chef de l'État et le coordonnateur des informations médiatiques du chef de l'État, M. Félix Kamala, peut avancer en ce moment. Vous savez, cette affaire Minembwe, il faut l'aborder avec beaucoup plus de sagesse, d'intelligence. Il faut avoir un certain tact. Bien sûr. Minembwe a incité ce qu'on appelle des moments de tension. Mais il faut d'abord recadrer la chose. Minembwe en soi, administrativement parlant, a été jugé comme étant une forfaiture. Parce que, au moment où nous parlons, le président de la République a suspendu tout acte de pouvoir rendre Minembwe, qui est une entité administrative, en commune rurale, parce que Minembwe ne remplissait pas ou ne remplit pas les conditions adéquates pour changer des statuts. Mais alors, il faudrait comprendre que tout est parti de l'avis de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu de 2008 ou 2009, si je ne me trompe. Avis dans lequel Minembwe n'était pas repris. Avis favorable pour 3 communes. Pour certaines communes. Oui, Fils y compris. Dans lesquelles Minembwe n'était pas repris. Mais ça ne le trouvait pas, oui. Mais en 2013, par un conseil de ministres, dont il y a eu un premier ministre connu, qui existe, qui est là, qui nous suit aussi en ce moment, Minembwe change de statut, apparaît d'une manière magique, comme étant commune rurale. Et pourtant, il n'était pas repris sur l'acte favorable. Il n'était pas repris sur cet acte favorable. En 2015,
un autre conseil de ministres, avec un premier ministre toujours en place. Vous avez peur de citer leur nom? Non, vous savez, lorsqu'on donne les Il y dates... avait ma tête en pognon, et après Tibala. Je vous aide, moi je suis journaliste. Non, ne vous inquiétez pas. Avancez, monsieur. Je n'ai pas peur de citer les noms parce que... C'est ce que j'ai observé. Non, pendant 37 ans, on n'a pas eu peur. Ce n'est pas en étant au pouvoir que j'aurais peur. Donc, comprenez que je ne cherche qu'à avoir une certaine élégance en citant l'année. Ceux qui suivent bien la politique et l'histoire comprennent que l'année correspond à un nom, l'année correspond à un chiffre. Et ceux qui ne suivent pas la politique, et pour ceux qui ne suivent pas, ils peuvent dire que c'est Apo qui était Premier ministre. Mais raison pour laquelle nous nous comptons. Après Tibala. Voilà. Donc, en 2015, il y a eu une surséance de 2013. De l'Assemblée nationale. Une surséance de 2013. En 2018, par une voie, je ne sais, magique, à travers 2 arrêtés interministériels, un autre décret surgit pour ressusciter Minembwe de la surséance dont elle a été citée en 2015. Donc, le problème qui se pose ici, l'acte d'installation, de mise en place de Minembwe et des dirigeants de Minembwe était d'abord considéré comme étant une forfaiture. Alors, comme cela avait suscité beaucoup d'encre et de salive et que les Congolais commençaient à se déchirer sur la question, le président de la République, en bon garant de la nation, celui qui garantit l'unité territoriale de ce pays, vient de surseoir cela en suspendant l'acte Minembwe. Mais ici, j'aimerais dire que dans cette affaire Minembwe, il faut souligner qu'il y a ce qu'on appelle le clientélisme politique qui a pris place pour que Minembwe puisse être mis en avant à travers une certaine forfaiture. Donc, moi je pense que la décision du chef de l'État était une décision sage, une décision apaisante. Mais quoi de mal si Minembwe devenait une commune? Qu'est-ce qui dérange? Mais attendez, le problème n'est pas là. Oui. Le problème est que si Minembwe doit devenir une commune... Ça donne une mauvaise impression si comme Minembwe part au Rwanda, non? Mais non, mais c'est le territoire national. Non, mais ça peut devenir une commune, où est le problème? Minembwe, territoire national, Minembwe n'est pas censé empiéter sur les territoires des autres entités administratives, géographiquement parlant. Voilà ce que l'on reproche à l'acte Minembwe aussi. Okay. Vous comprenez? Donc, géographiquement parlant, on ne va quand même pas refaire l'histoire de la République en nous enseignant que Minembwe empiète sur tel, Minembwe sur tel, Walungu, ainsi de suite. Mais là, c'est pas Rouberois. Non. C'est pas Rouberois. Oui, écoutez, je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. J'ai entendu le ministre de la décentralisation en train de se défendre. Oui. Il a le droit de se défendre. Quand bien même il a participé, il était présent. Il était en mission. Il était en mission. Oui, mais pas celle-là, il était en mission. Mais à l'entendre parler. Mais il était en mission. Est-ce que sa mission était de participer à une installation, une instauration des personnes qui vont être les dirigeants administratifs de cette commune qui fait couler tant de salive et d'encre? D'accord. Je ne l'accuse pas. Mais nous avions entendu que l'Assemblée nationale est favorable à l'entendre. Il y a les députés Molindo. Il faut attendre que l'Assemblée nationale puisse auditionner M. Rouberois et nous pourrons porter de nouvelles analyses. Mais nous nous demandons que cette audition puisse être une audition réelle, que cette audition puisse épingler les défauts reprochés à Minembwe et non les défauts peut-être reprochés à la personne de M. Rouberois. Il faut faire les distinguos entre les deux. J'aimerais au moins que l'on puisse voir réellement que cette audition puisse être réellement une audition digne de l'Assemblée nationale qui est la représentation nationale. Mais il faut souligner ici que cette affaire Minembwe est une affaire qui relève d'un clientélisme politique patent. Et ces clientélismes politiques, nous connaissons les acteurs à la base de ces clientélismes politiques. Ils sont en vie, ils sont dans cette République et ils vivent correctement en paix sans être inquiétés. Alors nous allons prendre les images du chef de l'État à demain et suivrons l'extrait du discours de l'État pendant cette conférence de presse. Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence.
Dans son allocution d'ouverture, l'initiateur de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellences, messieurs les présidents et chers frères, depuis plus de 25 ans, notre sous-région est l'objet de cycles récurrents de violences armées qui compromettent les efforts de progrès et de développement. Ceci insécurise notre avenir collectif. C'est cette triste observation qui m'a conduit, au-delà des mécanismes existants de coopération sous-régionale, à vous convier à ce mini-sommet de plus haut niveau. L'affermissement de la confiance mutuelle au-delà de nos divergences, ainsi que le renforcement de la coopération au niveau sécuritaire, sanitaire et économique entre nos pays, sont nécessaires pour la conjugaison de nos efforts au bénéfice de la stabilisation sous-régionale. Je suis convaincu que nos présentes assises permettront de construire une nouvelle et positive dynamique contre tous ces maux qui affectent notre sous-région. Après des échanges à huis clos et approbation du rapport final des travaux des experts et des ministres des 4 pays, les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont adopté les communiqués finaux lus par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Ntumba Nzenza. 4. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. 5. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Tous les participants ont loué à juste titre l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous se sont montrés favorables à mettre en application les recommandations issues de ces mini-sommets des Goma. Voilà, merci à notre confrère Kissema de la présidente de la République pour ce reportage quand même riche. Voilà, Fermi Nimbwe, le chef de l'État avait carrément annulé. Mais oui, tout à fait, parce que vous savez, le but de la mission du président de la République à l'est de cette République était une mission de paix. Alors, il ne pouvait pas comprendre que, étant là-bas présent pour une mission de paix, et qu'une partie de ces territoires pouvait susciter de problèmes qui pouvaient, je peux dire, mettre du sable dans la chaussure qui est confectionnée pour que la paix puisse être bien véhiculée. Alors, le président de la République a carrément annulé l'acte Minembwe, et ayant annulé l'acte Minembwe, cela revient maintenant au Premier ministre de prendre à travers un décret l'acte annulant officiellement les autres décrets et en ce qui concerne Minembwe, afin que les choses puissent être rétablies dans le sens de l'apaisement. Mais nous retenons que le désir du chef, la parole du chef d'abord coule force de loi, et ses désirs sont des ordres, d'où le Premier ministre fera son travail. Et il a mis en place une commission, le chef de l'État. Bien sûr, une commission ad hoc. Mais cette commission, d'abord, j'ai beaucoup aimé la sagesse du chef de l'État. Cette commission sera une commission scientifique. Il a bien précisé que cette commission ne sera pas constituée des autochtones, la commission scientifique. Ah oui. Mais cette même commission travaillera avec les autochtones afin qu'ils puissent rétablir les choses
d'une manière assez apaisée, parce que vous savez, on parle d'un souci administratif et d'un souci géographique. Donc, nous ne devons pas déformer l'intelligence de nos enfants, ceux qui naîtront demain, ou ceux qui sont aujourd'hui en train d'apprendre l'histoire de la République, que Minembwe peut facilement empiéter sur le Fizi, sur Walulu et tant d'autres territoires, et nous changeons la configuration interne de la République. Ça, c'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que les choses puissent être rétablies dans leur contexte naturel. J'entends la flaire diplomatique, fidèle téléspectateur. Il y a un étudiant qui m'a posé la question sur pourquoi l'Est de la République reste toujours un endroit de trouble. Je lui ai dit, principalement, il y a 2 raisons. La première raison, quand nous interrogeons l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des émigrés rwandais qui entraient. Il y a eu même un roi rwandais qui a été tué parce qu'il voulait prendre une partie de la RDC. Les Congolais se sont énervés. Et la vraie raison pour cette partie, l'espace vital pour nos voisins, précisément le Rwanda, qui ont fait par rapport à sa superficie, il a aujourd'hui une explosion démographique, ils ont été chercher de l'espace. Je ne parle pas ici des néolithiques congolais, je parle de l'esprit expansionniste de nos voisins. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, en cela, ici c'est la démocratie, la diplomatie également, c'est le fait que ce coin de la République regorge beaucoup de richesses. Et ça tire l'attention des grandes puissances, et ainsi de suite. Est-ce qu'on pouvait imaginer que le Rwanda sort premier producteur de coltan, sinon il n'a pas sur son sol? C'est pour dire que les multinationales qui aujourd'hui dirigent la politique, dirigent l'économie, s'imposent. Et lorsqu'ils s'imposent à l'Est de la République, ils cherchent à avoir le dessus sur toutes ces ressources et créer une superficie pouvant leur permettre de gérer et de régner à bon escient. Ceci ramène à ce que les Congolais, au lieu de plénicher, au lieu de se plaindre, de créer des lobbying à travers le monde, de s'organiser à l'interne avec la théorie que dit ma théorie, où je parle des hommes congolais distraits. Évitons ces distractions-là. On est dans les discussions de postes, discussions de partage de pouvoir, au moment où il y a toujours des problèmes sérieux et prioritaires à régler. Donc nous, Congolais, nous devons changer de fusil d'épaule et voir comment on peut résoudre ces problèmes-là, dont la paix et créer des relations de bon voisinage. Ça, c'est important. Alors, M. Félix, le président de la République, avant d'être président, au niveau de l'UDPS, avant qu'il soit président de l'UDPS, il s'occupait de relations extérieures de l'UDPS. C'est quelqu'un qui a un agenda riche. Mais pourquoi la diplomatie congolaise, si nous observons, patauge? Il faut avouer qu'aujourd'hui, au niveau des représentations internationales, il n'y a pas que les Congolais. Lorsque nous ne payons pas les cotisations, le Rwanda paye à notre place et il prend les sièges. Que se passe-t-il, M. Félix? Non, bon, vous savez, ça sont des considérations assez particulières. Et non, ça c'est scientifique. Oui, ce sont des considérations assez particulières. Elles peuvent être aussi également considérées scientifiques, mais un problème à la fois. Il faut d'abord voir comment est-ce que le président de la République a hérité d'une nation qui, en soi, a eu à avoir beaucoup de problèmes au niveau national comme international. Nous ne pouvons pas résoudre tout le problème. Mais maîtrise la diplomatie, c'est un poisson dans l'eau pour la diplomatie. Mais oui, mais attendez, vous savez... Il a une agenda riche. Le président de la République est un fin diplomate. Ah, le oui. président de la République. Ah, oui. Mais il faut aussi comprendre que quand on est président de la République, on s'entoure des collaborateurs. Alors, il ne va pas se dire que non, je vais résoudre ce problème de moi-même parce que je suis un fin diplomate. Je veux résoudre ce problème en déléguant le pouvoir acquis de droit étant dans le carré, dans le cercle de mes collaborateurs. C'est comme ça que nous allons résoudre ce problème, parce que le problème, on n'apporte jamais la solution à un problème directement. Il faut d'abord comprendre ce qui a causé le problème et comment est-ce qu'il faut donner des pistes de sortie, c'est-à-dire trouver la solution au problème qui a été créé. Ce problème que lui a trouvé, certainement. Je sais que quand on devient président de la République, on hérite du bilan de la République, du passé, de l'actif et du passif de cette République. Mais pour rendre le passif en actif, il faut d'abord commencer à résoudre ce problème, connaître les causes.
lorsqu'on amènera une solution et que ce problème ne puisse plus se répéter ou se reproduire. Par rapport aux représentations de la RDC à l'extérieur du pays, le président a vu ça, où Mme Nzeza ici, la vice-ministre d'État, a-t-il déjà jeté un coup d'œil dans ça? Vous savez... on a une faiblesse de payer les cotisations, il y a beaucoup d'arriérés. Pas du tout, je commence d'abord par saluer Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Toumba Nzeza, qui est en train de fournir un effort assez considérable. Ce n'est pas les genres de personnes ou de ministres qui parlent trop, mais qui sont dans l'action, qui travaillent calmement et apportent de problèmes, le posent sur la table. Et le président trouve des solutions à ces problèmes graduellement. Donc il faut donner le temps au temps, quand bien même le temps a toujours été un bon allié, mais le temps évolue quand même, il avance. Donc en temps et en heure, vous comprendrez que le fin diplomate qui est aujourd'hui chef de l'État va donner des réponses adéquates aux problèmes de la diplomatie congolaise. On espère bien que tout va aller et nous allons rapidement dans cette même partie. La conférence vidéo qui a eu lieu. Alors aujourd'hui, les États-Unis félicitent le chef d'État. Je vous dis que c'est un fin diplomate. Ceux qui doutaient voient combien il a eu à faire les balais diplomatiques. Fred, tu es d'accord avec moi, toi là? Apocalypse. Je dis vrai, n'est-ce pas? Ça a montré suffisance. Et il a sillonné le monde. D'abord la sous-région, le monde. Aujourd'hui, avec cette conférence vidéo que nous venons d'organiser, bien qu'à la une autre conférence, tu vas nous donner l'information, le président est félicité par les États-Unis. Mais c'est tout à fait normal. Géographiquement parlant, la République démocratique du Congo est au centre, donc par sa position au centre de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est entourée par 9 voisins. Il a une sortie vers l'océan Atlantique. La République démocratique du Congo est un atout avec un potentiel que vous connaissez vous-même, qui représente beaucoup pour le Congo d'abord, et aussi qui peut profiter également à ses voisins, et aussi indirectement au monde entier. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne voudrait pas se mettre en porte-à-faux avec ses voisins. La République démocratique du Congo voudrait vivre en paix avec ses voisins. L'Est de la République démocratique du Congo, qui a souffert tant, est la partie de la République pour laquelle, dans la diplomatie régionale du chef de l'État, il faut être beaucoup plus fin diplomate et il faut être beaucoup plus sage et intelligent. Ceux qui pensent qu'on doit revenir sur le passé, on ne refuse pas qu'on peut parler du passé, mais on ne va pas résoudre le problème du passé par la violence. Parce que la violence, nous en perdrons beaucoup. Il y aura beaucoup des effets qui se produiront contre la République pour lesquels nous n'aurons pas comment résoudre ce problème en aval. Donc là maintenant qu'il y a un nouveau régime, un nouveau système, nous avons un nouveau président de la République qui lui préfère privilégier la diplomatie, comme la diplomatie est un domaine dans lequel il s'adonne, il s'est toujours investi depuis qu'il était dans l'UDPS en tant que secrétaire national de relations extérieures, vice-président de l'UDPS, numéro 2, puis après il est devenu président de l'UDPS, aujourd'hui président de la République. Je pense que la solution du chef de l'État de vivre en paix avec ses voisins est simple. Vous savez, en diplomatie, un voisin, lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'a pas chez lui, il cherche à l'obtenir chez les voisins. Oui. Comment est-ce qu'il cherche à l'obtenir chez les voisins? Par la voie diplomatique. Ça dépend. Ou par la voie de la force. Oui. Alors, est-ce que nous allons privilégier le dialogue par la voie de la force ou par la voie diplomatique? Parce que ça, je suis dans des considérations scientifiques en termes de relations internationales. Totalement. Donc, que les gens ne puissent pas caricaturer mes propos, parce que je suis dans la science. Il n'y a que les scientifiques qui comprendront que non, ce monsieur parle cohérence. Allez-y. Donc je dis, un pays qui a un manque chez lui, pour résoudre son problème, s'il ne trouve pas ce dont il cherche chez lui, il le cherche soit chez son voisin. Alors, il ne peut que chercher cela chez son voisin par deux voies, soit la voie diplomatique ou par la force. Or, la force nous a appris les conséquences que cela a causées. On a perdu des millions et des millions. Il est plus facile d'allumer le feu que de l'éteindre. Donc, vous savez, le président de la République n'est pas un pyromane. Or, dans le passé, on a vu de pyromanes dans ces pays. Mais, avec lui, c'est la diplomatie. Ou la diplomatie, on le fait par la voie de la négociation, qui est claire. Nos minerais, le plus souvent, transitent par chez vous.
pour prendre la destination de celui qui en a besoin. On a vu des avions qui atterrissent à l'est, sur les routes, pour exploiter les minerais. Bon, je n'irai pas dans nous, journalistes, nous devons éviter de nous taire, on doit commencer à dénoncer. Je n'irai pas dans toutes ces considérations. Je vous en prie. Je te comprends, c'est ton rôle de journaliste. Bien sûr. Mais moi, je vais dans le rôle qui est celui du chef de l'État. Je vous en prie. Nos minerais transitent par chevaux pour atteindre la destination de celui qui veut ce minerai. Ou celui qui vole, qui exploite, qui expolie. Les multinationales. Non, je n'irai pas dans cette considération également. Donc, comme nos minerais transitent par chevaux, certainement, cette voie qu'utilisent nos minerais, nous devons avoir une coopération bilatérale qui permet à favoriser les échanges commerciaux entre nos deux pays. Peut-être on dira que comme ces minerais transitent par chevaux, 20, 15, 10% de la valeur sur ces minerais à la vente vous est déversée ou vous revient. C'est comme ça qu'on négocie. D'accord. Qu'on négocie en termes diplomatiques. Que ça va une forme de faiblesse. Non, ça ne sera pas une forme de faiblesse. Évoluer. Que vous êtes riche, vous habitez ici, vous êtes au Congo, dans une rue, vous êtes riche, vous prenez de l'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous savez que votre voisin dort dans la misère, sa famille n'a pas de quoi manger, mais tu sors, tout simplement, tu vas donner une dîme à l'église de plusieurs milliers de dollars et tu sais que chez ton voisin, il y a la famine. Vous savez, même Dieu... Il y a des mécanismes pour le faire. Mais vous savez, même Dieu... Mais si Félix devient l'avocat... On ne pourra pas considérer cette aumône. Hein. On peut continuer. Donc, comprenez que le président de la République veut que l'apaisement, la paix... Les félicitations des États-Unis au chef de l'État. Les félicitations, c'est tout à fait normal. Ah oui. C'est tout à fait normal parce que les États-Unis d'Amérique est une grande puissance. Et c'est un acteur principal dans la région de Grand Lac, comme en Afrique, comme dans le monde. Les États-Unis se battent corps et âme, chaque jour, pour bloquer l'accès à certains minerais, à certains États considérés comme des États terroristes. Mais moi, je ne cite pas les noms des États terroristes. Ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas du ressort de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique se disent, par leur puissance, par leur capacité de pouvoir avoir des yeux de foi partout, ils sont à mesure de vous dire et de vous conseiller, écoutez, orientez votre politique dans tel sens, ça va nous aider à évoluer. Et ils ont découvert qu'il y a une volonté politique extrême au sein du président de la République, au sein de la République démocratique du Congo, par le président de la République, raison pour laquelle ils ne peuvent que l'encourager et les féliciter dans son action. Ok. Cela demande également au chef d'État d'encourager les structures mobilisatrices de recettes et surtout des structures de contrôle, les cas de l'inspection générale des finances. Nous vous informons que l'inspection générale des finances, hier, c'est illustré un exercice intéressant lorsqu'il répondait à l'invitation des parlementaires africains de lutte contre la corruption. L'IGF a beaucoup plus fait état lors de son intervention au séminaire du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption d'un développement inquiétant des antivaleurs en termes de malversation financière, de fraude, de détournement qui freinent le développement de ces Congos. Il a également révélé que le développement de ces antivaleurs entraîne un accroissement de misère. Voilà pourquoi il a demandé aux députés et sénateurs de se mettre ensemble dans la lutte contre la corruption et la fraude et d'appuyer surtout les actions de l'inspection générale des finances. Il a demandé au gouvernement de mettre des moyens à sa disposition, à la disposition de l'inspection générale des finances qui fait un travail difficile et risqué. Actuellement, il y a des inspecteurs généraux, je l'avais dit la fois passée, qui sont au Haut-Katanga, au Lualaba, Congo central, à l'Équateur, dans le cadre de la mobilisation des recettes et la bonne gouvernance. Toutes ces missions doivent être appuyées par le moyen financier conséquent, étant donné que ces missions vont durer au moins 6 mois en province. Les résultats attendus sont fonction de moyens que le gouvernement mettra à la disposition de cette structure d'audit et de contrôle supérieur fidèles téléspectateurs. Maintenant, nous demandons comment combattre la fraude et la corruption lorsqu'une telle structure est dépourvue de simples moyens de fonctionnement. Comment mobiliser les recettes sans en être bénéficiaire? Qui ignore que la stratégie des fossoyeurs, des détourneurs de l'économie consiste à clochardiser les contrôleurs des nécessités
incapable de résister à la corruption. Donc, il revient à ce que là, nous avons pu constater également par les services de communication de l'IGF que l'inspection générale des finances aujourd'hui, 3 mois, fonctionne 3 mois sans frais de fonctionnement. Il travaille grâce à l'héroïsme des inspecteurs et surtout le leadership de l'inspecteur général des services, Jules Alinguete, cher ami de la présidence. Bon, vous savez, c'est une considération à prendre très au sérieux. Et l'inspection générale des finances, aujourd'hui, qui renaît, permettez les termes de ses cendres, l'autorité de l'État, aujourd'hui, est observée, palpable et reconnue. Nous félicitons d'abord cette détermination, cette volonté du chef de l'État d'avoir remis sur pied l'inspection générale des finances en leur donnant cette liberté de pouvoir exercer leur travail, le contrôle, sans pour autant être inquiété ou intimidé par qui que ce soit ou quiconque. Mais doter les moyens à l'inspection, à l'IGF de pouvoir faire son travail est une priorité. Tout à fait. Et cette priorité dépend également de la volonté politique de ceux et celles qui en ont la signature pour octroyer ces moyens de fonctionnement à l'IGF. Donc je pense qu'à travers les conseils des ministres, le problème pourra peut-être être adressé ou peut-être être adressé d'une manière ou d'une autre. L'inspecteur général de finances... Ne fait pas encore du conseil je sais, mais lorsqu'on traite les problèmes au sein du conseil de ministres, on traite le problème lié au fonctionnement de la République. Et les problèmes liés au fonctionnement de la République, on ne dit pas que ceux qui sont fonctionnaires de cette République font partie du Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres, c'est l'organe de l'exécutif qui analyse et décide, et les décisions sont déléguées à qui de droit pour mécaniser le fonctionnement de la République. Donc je pense que, en temps et en heure, l'inspecteur général de finances, que je salue en passant, que je félicite pour son héroïsme et son travail, sait comment adresser le problème et que la solution certainement existe quelque part. Laissez-nous les journalistes critiquer et dénoncer lorsque ça ne va pas. Nous félicitons l'inspecteur général de finances. On va prendre juste un élément du Bakongo où l'inspecteur général chef de service adjoint avait effectué une mission évidemment de contrôle, et dans le cadre de la mission telle que voulue par le chef d'État, celle d'encadrement de régie financière. Ramadan Poki. C'est pourtant d'un peu de volonté pour que cette institution offre non seulement une meilleure image d'elle, mais aussi joue pleinement son rôle tel que le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À sa tête, 2 super flics, Jules Alinguete comme inspecteur général chef de service, secondé par Victor Batoubenga. Jules Alinguete a bien voulu marquer son mandat par l'excellence, et ceci passe par une bonne condition de travail pour mieux contrôler les finances publiques. Quelques jours après sa nomination, l'homme a lancé les travaux de réhabilitation des bâtiments de l'IGF. Tout a commencé par la réfection de la salle de réunion, une salle modernisée pour abriter des réunions et bien d'autres rencontres et discussions. Les travaux se déroulent sous sa supervision. Chaque soir, après une journée chargée, Jules Alinguete faisait la ronde du chantier pour constater le niveau d'exécution des travaux. En dehors du chantier, il échange aussi presque chaque soir avec les agents et cadres de l'IGF dans leur bureau de travail afin de les encourager. Ça va? Oui, ça va. Ça va, c'est pour vous. Non, c'est pour la salle de réunion. On attend l'aménagement de la salle. On pensait le mettre aujourd'hui, mais... Ah oui, mais non, ça va tout fait demain. Ça peut dire. Mais là, ça peut ici. Ah oui, si vous allez disposer. Oh, c'est parce que là-bas, c'est le top, hein? C'est foutu, plus de 30 ans. Pour lui, le métier d'inspecteur des finances n'a plus de secret.
Car depuis 32 ans, Jules Alinguete a gravé tous les échelons avant de devenir inspecteur général. Il connaît donc bien ses administrés et leurs attentes, parmi lesquelles l'amélioration du cadre de travail, aujourd'hui chose faite, du service de protocole à la sécurité. Rien n'a été oublié dans le plan de modernisation de l'inspection générale des finances. Un changement dans le fond comme dans la forme qui marque une nouvelle ère pour les agents de cette institution parmi les plus importantes du pays. C'est que la vision du chef de l'État, aujourd'hui pour donner de la force à l'inspection générale de finances, c'est aussi mettre les agents, les cadres de cette organisation dans les bonnes conditions de travail avec des outils leur permettant de pouvoir effectuer leur travail adéquatement. Et les images le démontrent. Donc j'en profite encore une fois de féliciter cet aîné qui a gravi les échelons au sein de cette inspection générale des finances, qui est fils maison. Donc coup de chapeau à vous, monsieur Jules Alinguete, que vous puissiez continuer de la sorte et que la vision du chef de l'État puisse être matérialisée à travers votre service pour que la République puisse retrouver le dynamisme dont elle a toujours été la fierté dans les années passées. Oui, merci. Il y a au moins 10 missions sur terrain. J'espère qu'il y aura toujours de bonnes choses pour l'État. On remarque également, après que le chef d'État ait demandé la mission d'encadrement de régie, il y a une nette augmentation, il y a un accroissement de recettes de l'État à travers la DGDA, la DGI et DGRAD. Bravo à l'inspection. On va prendre cette visite-là de l'inspection générale chef de service adjoint au Bas-Congo. Congo central, non? Général des Finances, chef des services adjoint, Victor Batubenga poursuit sa mission au Congo central. Samedi 3 octobre, sous un soleil accablant, ce super flic des finances publiques a abandonné son bureau climatisé pour se rendre compte du système de travail du bureau de la Direction générale des douanes et assises de Lufou, aux frontières qui séparent la RDC de l'Angola. Puisque l'IGF est appelé à surveiller étroitement la chaîne des dépenses publiques, les régies financières, les services d'assiette, les entreprises de l'État ainsi que le gouvernement provincial sur toute l'étendue de la République. Raison pour laquelle Victor Batubenga s'est préoccupé particulièrement du phénomène Bilanga. Ce dernier est une pratique qui consiste à faire passer les marchandises frauduleusement sans que les services douaniers ne s'en aperçoivent. Victor Batubenga, avec sa délégation des inspecteurs commis à l'encadrement des régies financières au Congo central et les patrons de la douane dans cette province, ont fait le constat de cette pratique Bilanga sur place, laquelle pratique fait perdre à l'État congolais des bonnes recettes. Tout au long de cette rivière qui sépare la RDC de l'Angola, ces jeunes gens ont créé des manœuvres pour faire passer frauduleusement les marchandises sans payer la douane. Après son contrôle, l'IGF pense frapper. Vous savez, lorsque vous visitez un bureau de douane qui fonctionne normalement, comme tout est informatisé, en principe, il n'y a pas de problème. Mais il existe des bureaux de douane qui ne sont pas totalement informatisés et même pour lesquels la voie légale, c'est-à-dire que la voie légale, la voie par laquelle toutes les marchandises sont censées passer, la voie légale est difficile à cerner. C'est le cas ici à Lufou. Nous avons fait le tour le long de la rivière pour nous rendre compte à quel point les agents de la DGDA ici à Lufou travaillent dans des difficultés particulières. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes techniques sur lesquels nous avons posé quelques questions qui nous ont permis de décerner comment est-ce qu'il fonctionne. Mais évidemment, nous n'avons pas manqué de poser des questions sur les exonérations pour en voir un peu l'importance. Donc en fait, nous avons une idée des conditions dans lesquelles ils travaillent. Oui, bon, tout ce que je peux dire, je me réfère un peu à ce qui s'est passé au Katanga avec Kasumbalesa.
Bon, il n'est secret pour personne que les gens dépotaient le conteneur de l'autre côté de la frontière en Zambie et ils venaient, avec l'aide des personnes qui passaient par les Bilanga, reconstituer la cargaison au-delà de la frontière. Merci, voilà, c'est clair. Le travail qu'a l'inspection générale des finances, là c'était l'adjoint. Félix, on termine l'émission par là. C'est regrettable. Et les Bilanga, il n'y a pas que Rassimali, c'est aussi au Congo central. Non, vous savez, c'est une culture qui a été installée dans cette République pendant plusieurs années, plusieurs décennies, où l'on a remarqué que les services de l'État ont été dédoublés. Dédoublés par le digne fils et filles de cette République. Alors, ce sont des pratiques qu'il faut punir sans état d'âme. Alors, des pratiques pareilles, lorsque l'État se met en ce moment à travers l'IGF qui est en train de faire ce travail, je pense qu'il mérite de recevoir les moyens de fonctionnement nécessaires pour en faire plus. Donc, merci à toutes ces équipes qui se déploient de l'IGF parce qu'ils font non seulement honneur à la République, mais ils font honneur à une nation digne d'être appelée République. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions Félix Kabala, qui n'hésite pas un instant à venir répondre à nos invitations. Merci à Ramanda Poki qui a préparé avec nous cette production. Merci à tous nos amis de Maluku. On est sur couloir balcon, hôtel, qui nous reçoit et qui mettent même une télévision, un poste téléviseur pour suivre cette émission. Merci à Paulin, merci à Madame Élisée qui n'hésite pas un instant à suivre cette émission. Merci à vous tous. Nous nous laissons entre les bonnes mains de ces professionnels du sport Boumtchaba pour la partie sportive. Merci, au revoir.